Bonjour à tous, mon nom est Pierre-Antoine Gosselin, ancien élève au Collège Notre-Dame. À ma droite, c'est mon ami, ma consoeur, Alexandre Villeneuve-Simard, qui va co-animer avec moi ce balado. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, bienvenue finalement à ce balado du Collège Notre-Dame qui remplace un peu la journée porte ouverte annuelle en raison de tout ce contexte qui chamboule un peu nos quotidiens. On va jaser avec des professeurs du collège aujourd'hui, des anciens professeurs ou même une ancienne collègue pour ma part. On veut parler de pédagogie aujourd'hui parce que la pédagogie a beaucoup évolué dans les dernières années, dans les 10 dernières années, mais je voudrais que peut-être même dans les 5 dernières années, ça a encore plus évolué. Il y a plein d'outils, il y a plein de plateformes, de trucs que les professeurs sont allés chercher avec le temps, puis on va essayer de les découvrir aujourd'hui, de pouvoir en jaser. Il y a des partenaires qui se sont ajoutés également avec le temps et vous allez avoir davantage d'informations aussi sur les façons de procéder, autrement dit, du Collège Notre-Dame sur cet aspect. Comment vivent-ils cette innovation? Comment vivent-ils le contexte actuel également, qui n'est pas facile pour personne, mais particulièrement dans le volet scolaire, dans le volet académique? Et nous allons en parler avec nos 4 invités qui sont avec nous aujourd'hui. D'abord, il est enseignant en histoire ici au collège, M. Stéphane Brodeur. Bonjour, M. Brodeur. Bonjour. Je dis M. Brodeur, mais là, c'est ça. Là, on va voir si on va se tutoyer ou si on va se vouvoyer aujourd'hui. Ça se peut qu'on l'échappe. Ça devrait être un peu des deux. Samedi, là, le décorum est différent. C'est ça. Ça se peut que ça prenne le bord. Madeleine Malenfant, enseignante en mathématiques, secondaire 3, 4 et 5. Exactement. Mais on a étudié ensemble au collège. Oui, à une année d'intervalle, mais ouais. On s'est quand même côtoyés durant les galas, puis des activités. T'es assez impliqué, effectivement. Oui. C'était beaucoup de plaisir. Mireille Foster, ancienne enseignante en mathématiques, mais aujourd'hui, vous êtes directrice des services pédagogiques. Exactement, et ancienne enseignante de mathématiques. Oui, exact, secondaire 2. On va jaser tantôt aussi, savoir c'est quoi un peu finalement ça. C'est quoi que ça fait une directrice en services pédagogiques? On en a parlé un peu. Ça fait plein de choses. Exact. Je présume. Et Catherine Bruno, enseignante en français ici au collège. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous revoir après toutes ces années. Moi de même. Ça se passe bien au collège, je présume, et on va avoir l'occasion d'en parler. On parle pédagogie aujourd'hui, Alexandre. On parle de pédagogie, puis moi, ce que j'ai envie de vous poser comme première question, c'est quand il y a une pédagogie qui s'est transformée, mais quand tout ça a commencé, puis comment ça s'est passé? Quels ont été les premiers balbutiements de ce changement-là, finalement? Écoutez, on a mis en place au fil des ans plusieurs programmes, plusieurs options différentes. Et à un moment donné, avec M. April, le directeur général, on s'est assis et on s'est dit, bon là, maintenant, on en est rendu où? Où est-ce qu'on pourrait aller innover? Où est-ce qu'on pourrait aller changer des choses pour s'améliorer? Et on s'est dit qu'on devait se tourner du côté de la pédagogie. Donc, c'est un peu là que ça a commencé. On s'est assis, on a jasé, on a discuté et M. April a travaillé fort aussi pour trouver vers quoi on pouvait s'en aller. Et c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé à avoir différents partenariats. Quand vous êtes posé cette question-là, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce que vous étiez un peu placé devant le fait accompli que tout change, tout évolue, ou vous avez dit vous-même comment, à la base, on peut être meilleur en termes de pédagogie? D'où est venue l'initiative? Je dirais que c'est un peu des deux, là. C'est sûr que tout change, tout évolue. On n'en est plus du tout au même endroit que là où on était il y a 15-20 ans en pédagogie. Mais c'est sûr qu'on recherche toujours aussi à s'améliorer, à faire du mieux qu'on peut comme établissement, à aller rechercher le meilleur de chacun des enseignants, de chacun des élèves aussi à l'intérieur de l'école. Fait que c'est parti de tout ça. Excuse-moi, Catherine, mais à partir du moment qu'on a décidé ça, comment on embarque une gang d'enseignants qui sont habitués de travailler d'une certaine façon? Comment on fait ça? Sortir de la zone de confort un peu. Bien, en fait, je dirais que souvent, on a, nous, l'idée de vouloir innover, mais en fait, ce qui est notre déclencheur à cette innovation-là, c'est les élèves qui sont en avant de nous autres. Les élèves changent aussi avec le temps, puis recherchent des défis différents. Dans le temps où il n'y avait pas Internet, les connaissances passaient par, on les lit dans les livres, un enseignant nous les transmet. Maintenant, eux, ils ont accès à énormément de connaissances, puis l'école devient aussi une place où non seulement on
on va transmettre des connaissances, mais on va devenir plus habile à les exploiter, à les utiliser plus efficacement. Puis c'est d'avoir des élèves qui un peu réclament ça, qui nous poussent, nous, à remettre un petit peu en question mes vieilles pédagogies un petit peu anciennes. Est-ce qu'elles ne sont pas en train de devenir un peu dépassées en ce moment? Puis c'est un peu ce malaise-là, quand on se sent positionné devant « et ce que je suis en train de faire », j'ai l'impression que la réponse, la réaction des élèves n'est pas optimale en ce moment. Je pense que ça peut être un déclencheur pour se dire où est-ce que je pourrais aller explorer, quelles nouvelles ressources je pourrais intégrer pour être capable de m'ajuster justement à cette demande-là des jeunes. Comment, vous parliez d'Internet, jusqu'à quel point l'avènement, entre autres, des réseaux sociaux, parce que entre 2010 et 2020, les réseaux sociaux, les plateformes se sont multipliées. Qu'est-ce que ça a changé dans votre pédagogie? Je pense pas tant que ce soit les réseaux sociaux en tant que tels. Je pense que c'est plus le fait d'avoir accès aux sources d'informations très, très, très facilement. Les jeunes qui visionnent toutes sortes de choses sur YouTube ou qui fouillent pour toutes sortes de sujets qui les intéressent. Donc, leur curiosité peut être satisfaite par ça. Et nous, ce qu'on amène est peut-être un peu plus traditionnel, va pas nécessairement dans des directions qui vont les intéresser ou assez loin pour eux autres, ou alors simplement le fait que les autres soient habitués à avoir des contenus qui avancent très vite. Hein? On fait ça, de changer de page rapidement quand on est sur Internet. Alors, on peut pas se permettre d'être très, 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 très lent non plus. Mais je pense que c'est plus la posture des élèves, plus qu'Internet, leur posture, un peu ce qu'ils nous disent, ce qu'on ressent de ce qu'ils nous disent, ce qu'ils aimeraient recevoir de nous. Leur implication aussi, hein, c'était beaucoup ça qu'on voulait changer, je pense, aussi dans la pédagogie, c'était d'impliquer plus nos élèves, de les engager aussi dans leur apprentissage, encore plus qu'avant, pour que ce qu'ils apprennent, ils le conservent, puis puissent le réutiliser plus tard. Pas juste transmettre des connaissances, là, les amener à développer leurs propres compétences. On s'est peut-être rendu compte que notre rôle avait changé par rapport à ça. Là. Mais est-ce que, tu sais, moi, je me dis, c'est pas toutes les profs de façon unanime d'un coup qui se sont dit, OK, là, il faut qu'on change notre pédagogie. Là. Ce que je comprends, c'est que vous aviez peut-être un intérêt comme ça, mais comment on fait pour mobiliser une équipe de professeurs? Comment on s'y prend? Puis comment ça a été reçu? Puis comment aujourd'hui, tout le monde fait partie de la game? Excusez l'anglicisme, mais c'est ça un peu, là. Moi, avant de passer à ça, j'aimerais ça revenir sur un point qu'on a peut-être oublié un petit peu. En tout cas, je peux parler pour moi. Là. Oui. Moi, ce qui m'a lancé là-dedans, je dirais, c'est probablement au milieu de la première décennie là, des années 2000, là, quand il t'arrive des élèves qui arrivent avec des problèmes d'apprentissage face auxquels tu n'es pas vraiment outillé. Moi, j'étais formé pour enseigner l'histoire. Ça, je n'avais pas de problème avec ça, ça allait bien. T'arrive un élève qui dit « Monsieur, je ne comprends pas la question, je ne comprends pas les textes. Oups, problème de lecture. » OK. Oups, il m'écrit dans ses productions, je ne suis pas capable de le lire. OK. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et à l'époque, ben, c'est sûr que ce qu'on avait comme réflexe, comme prof, c'était de dire ben, « Travaille plus fort, puis ça va rentrer. » Et à un moment donné, on s'est rendu compte que même travail plus fort, ça ne fonctionnait pas pour certains. C'est la façon de travailler qu'il fallait changer là, à ce moment-là. C'est ça. Donc là, on se questionne comment on peut faire pour amener ces jeunes-là à réussir mieux, pour les amener à avancer. Puis là, ben, en fin de compte, c'est comme c'est souvent le cas, hein, c'est la nécessité qui nous a conduit à essayer de trouver des nouvelles voies pour atteindre cet objectif-là. Là. Ça a été votre source de motivation, votre moteur, votre raison? Oui, parce que quand je suis rentré au secondaire, moi, quand j'ai commencé ma carrière, tout ce qui était dyslexie, dysorthographie, on avait entendu parler de ça très, très vaguement à l'université, mais c'était pas concret. Et là, ça se concrétisait. Là. Donc, on est allé beaucoup par essai et erreur au départ. Et à un moment donné, bon, on a vu qu'il y a de la recherche qui se fait, qu'il y a des choses qui peuvent donner des résultats. Puis on est passé à l'essai, puis on s'est lancé. Parce que c'est ça, il y a des parents qui nous écoutent en ce moment puis qui se demandent concrètement qu'est-ce qu'ils vont faire, entre autres, pour mon élève qui, par exemple, peut présenter des problèmes de lecture ou de formulation de phrases, parce que ça va bien au-delà de la matière. Vous avez été confrontés là, finalement à tout ce qui se passe au-delà de la matière, donc aux problèmes d'apprentissage. Les professeurs, concrètement, à partir de ce moment-là,
qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous donnez des outils? Est-ce que vous vous outillez vous-même? De quelle façon vous procédez? Bien, c'est sûr qu'on on a un service d'orthopédagogie aussi ici au collège avec 2 orthopédagogues. On travaille à communiquer entre nous. Là. Justement, les enseignants sont les meilleures personnes en place pour détecter ces difficultés-là, les observer. Et après ça, ben, on se transmet l'information. On essaie de voir quel jeune a besoin d'un suivi peut-être plus individuel. On fait le suivi avec ces jeunes-là et on essaie de voir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme outil ou je cherche mon terme, là, comment on peut travailler avec ce jeune-là en classe pour que ce soit plus simple, plus facile pour lui d'apprendre. On travaille ensemble là-dessus. C'est sûr qu'on peut pas dire que c'est toujours facile parce que d'un élève à l'autre, les difficultés sont très différentes. Hein, puis c'est pas toujours au même niveau non plus. Donc, on avance là-dedans en mettant différentes choses en place. On fait des rencontres d'enseignants de niveau. Quand on sait qu'on a des jeunes qui arrivent avec certaines difficultés, on s'en parle pour que les enseignants comprennent aussi c'est quoi les difficultés de ces jeunes-là. Et après ça, on voit de quelle façon on peut intervenir pour que ça fonctionne le mieux possible. Et je dirais, en plus de ça, là, Mireille parle un peu comme des outils ou des adaptations, mais on est tous ici dans une formation avec le QTR sur la différenciation. Puis même si un élève n'a pas particulièrement un problème diagnostiqué de dyslexie, dysorthographie ou autre trouble, il peut avoir toutes sortes d'autres particularités. Donc, il y a des élèves pour qui on pourra mettre des moyens spécifiques en place, mais nous, dans notre posture d'enseignant, de se préoccuper des obstacles que n'importe quel autre élève peut rencontrer, ne serait-ce que des fois, il y en a, ça va juste passer vite pour eux en classe, puis ils s'ennuient énormément. Donc, le fait d'être capable d'avoir cette vision-là large des élèves qui sont avec nous autres en classe, pour certains, on va avoir des outils spécifiques concrets, mais pour d'autres, c'est nous, dans la manière d'organiser, de planifier les activités, qu'on va pouvoir mieux répondre à leurs besoins dans ce temps-là. Personne qui apprend de la même façon, en fait. Là. Fait que c'est d'essayer d'offrir des choix, d'essayer de voir justement c'est quoi les obstacles, comment on peut passer par-dessus ces obstacles-là pour que ça fonctionne bien pour tous et chacun. Là. Mais moi, ça me parle parce que souvent, on parle beaucoup, tu sais, de si la classe va trop vite, puis ceux qui ont de la difficulté à suivre le rythme. Mais moi, je me suis retrouvée de l'autre bord. Pour moi, ça allait pas assez vite. Donc, ça a été un bénéfice parce que j'ai gribouillé tous mes livres de poésie, de mots, puis tu sais, aujourd'hui, j'écris encore de la poésie, mais pour moi, ça allait pas assez vite. Donc, je me suis littéralement emmerdée, là. Tu sais, c'était amenez-moi de la matière. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Le rythme qu'il soit trop rapide ou pas assez rapide pour un étudiant, on est à l'écoute de ça, là. Oui, excuse-moi, Catherine. On est rendu là aussi, en tout cas, parce qu'au départ, comme je disais tantôt, on est parti d'une posture où c'était sauver la veuve et l'orphelin. Et avec le temps, on s'est rendu compte que il ne faut pas en faire non plus que pour les élèves en difficulté. Il faudrait peut-être penser à nos jeunes qui ont besoin de stimulation, qui ont besoin de défis. Puis, je dirais, moi, personnellement, c'est là où j'en suis rendu, là, essayer d'intégrer plus cette posture-là dans ma planification pédagogique. Là. Donc, vous travaillez en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est une formation. Oui. Qu'est-ce qui... et vous travaillez sur la différence, finalement, d'apprentissage entre ça s'appelle la différenciation pédagogique. C'est ça le thème. Qu'est-ce que c'est, parlons-en? C'est le fait de planifier des activités en se demandant quel choix je peux offrir aux élèves pour que ça respecte leur rythme d'apprentissage, que ça respecte leur préférence dans la manière de s'approprier les contenus, pour que ça respecte aussi peut-être même leur préférence dans la manière de montrer leurs apprentissages. Donc, leur offrir une diversité et se préoccuper aussi de ce qui peut être des obstacles pour ces élèves-là, au lieu d'avoir un plan fixe qui ne bouge pas pour toute la classe. Beaucoup varier les approches aussi, là. Parce qu'on ne pas faire toujours les choses de la même façon. Fait que, je sais que les gens autour de la table essaient plein de choses là, parce qu'on en discute régulièrement. Puis des fois, ça arrive, là, telle chose, je l'ai essayé, ça n'a pas super bien fonctionné, mais c'est de voir qu'est-ce qui nous permet d'aller chercher le plus possible le plus grand nombre d'élèves dans les classes. Là. Moi, je pense que... Oui, vas-y. Je pense que moi, ce que je vais chercher beaucoup là-dedans, c'est de l'inspiration. C'est vraiment de l'inspiration.
parce que c'est particulier un petit peu, c'est certain. Ça demande une implication de plus, parce que souvent, nous, quand on se réunit avec les gens de l'Université de Trois-Rivières, nos collègues sont en pédagogique ou sont en train de travailler sur autre chose, ou tout simplement prendre un petit peu une petite pause. Mais on en parlait justement cette semaine avec Mireille et avec les gens qui font partie de ce groupe de travail-là. Qu'est-ce qu'on fait en temps de pandémie? On continue-tu? On prend une pause? Tout ça. On s'est tous dit à l'unanimité, non, il faut continuer. Sauf qu'il faut peut-être différencier, c'était à propos, il faut peut-être différencier la façon de fonctionner par rapport au contexte qu'on vit actuellement, qui est plus taxant pour nous autres, les enseignants aussi, c'est certain. Mais c'est clair que le message qui ressortait de tout ça, c'est il faut continuer. On vient chercher de l'énergie ici, on vient chercher des idées. On vient chercher, en fin de compte, quelque chose qui va nous propulser, là, qui nous permet d'aller plus loin puis qui nous permet d'avancer là-dedans. Là. Fait que c'est... Mais moi, je veux revenir. C'est Puis là je que veux je veux m'en faire un aller. parallèle. Vos élèves, ils apprennent pas tous de la même façon. C'est la même chose pour les professeurs. C'est là que je voulais m'en aller. Donc, je retiens ben cette oui. question-là Mais depuis moi, tantôt. je peux pas croire qu'il n'y a pas eu de résistance ou que, hey, on sort des gens qui enseignent depuis des années de leur façon d'enseigner, puis là, on leur dit, on avance la machine, on transforme ça. Écoute, comment ça se passe? Écoute, c'est sûr qu'on peut pas mentir en disant tout le monde a embarqué, tout le monde était super C'est content. normal. Non, là, c'est pas le cas, mais la stratégie qu'on a décidé de prendre, c'est que il y a eu un intervenant qui est venu, entre autres, pour nos touches avec le design thinking. Il a fait une présentation de 2 jours, si ma mémoire est bonne, avec tous les enseignants. Donc, tout le monde a vu un petit peu OK, c'était quoi cette approche-là? Puis à la suite de ça, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a dit, bon, OK, on va créer un groupe. On va créer un groupe avec ceux... De volontaires. C'est ça, de volontaires, parce qu'on n'a pas choisi les gens. Ceux que ça avait allumé, là, ceux qui se sont dit, OK, il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse, moi, je veux aller voir. Je vais aller voir plus loin, je vais aller gratter pour m'améliorer. Tu sais, comme Stéphane dit, moi, je t'ai rendu là. Fait qu'on a créé un groupe, il y a 11 personnes qui se sont portées volontaires. On est une trentaine de profs ici. C'était à peu près la cible qu'on avait mis. Là. On s'était dit, on le sait qu'on peut pas aller chercher 100% des gens. Fait qu'on a eu 11 personnes autour de la table. On a fait des rencontres un peu comme on fait présentement avec l'UQTR. Ces personnes-là ont commencé à essayer des choses. Puis ça devient aussi des contaminateurs. Je sais pas si c'est ça qu'on dit. On comprend ce que tu veux dire. Ils ont essayé de contaminer un peu les gens autour d'eux. Ça, en temps de pandémie, on peut le faire. Ouais. Ça, c'est contamination. Ouais, c'est une belle contamination. Ouais. Donc, c'est d'en parler aussi. Là, il y avait des discussions autour des tables de dîner, il y avait des discussions lors des journées pédagogiques. Fait que tranquillement, pas vite, il y a des gens qui font OK, ouais, peut-être que je pourrais essayer quelque chose. Et là, après ça, est venu l'UQTR. On a fait un peu la même chose. Ils sont venus une demi-journée voir le groupe, présenter un peu leur offre. Et après ça, on a créé un groupe. Toujours des très beaux groupes, là, parce qu'il y a toujours des belles discussions. Et c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné. Là, c'est sûr qu'avec l'UQTR, on a une première cohorte. Il y a une deuxième cohorte intéressée. Là. On veut, avec le temps, greffer des gens. Donc, parce que veut pas, ça s'est parlé. Fait que les gens sont prêts à embarquer aussi là-dedans. Fait que non, on n'a pas 100% des gens, mais... Vous avez la même approche qu'avec vos élèves, finalement. Vous y allez au rythme de tout un chacun. Oui, il y a de l'intérêt qui s'ajoute avec le temps. Mais là, vous parlez de deuxième cohorte, ça veut dire qu'il y a d'autres professeurs qui se sont manifestés, qui ont dit « Hey, il semble y avoir des résultats. » Je veux savoir, justement, avec le temps, depuis le début de cette démarche que vous avez entreprise, est-ce qu'il y a des résultats? Madeleine, vois-tu quelque chose sur le terrain, entre autres, dans tes classes, par exemple? Ben personnellement, moi, quand j'ai commencé à faire... j'avais commencé avec nos touches. Après ça, j'ai continué avec l'UQTR. Puis quand j'ai commencé, au début, je savais pas si je voulais plonger ou pas. J'ai dit, je plonge quand même. Puis... Tu m'avais écrit. Oui. Genre, je suis pas certaine, mais je pense que j'embarque. Parce que si j'embarque pas... Ouais. Si j'embarque pas, je vais passer à côté de quelque chose. Puis finalement, j'aurais vraiment passé à côté de quelque chose. Puis avec le contexte de la pandémie, que l'on était à la maison, moi, ça m'a vraiment aussi poussé à changer mon approche cette année. En mathématiques, les jeunes, travailler dans un cahier d'exercice, ils en peuvent plus. Non. Ils en peuvent plus. J'ai senti beaucoup moins engagée dans mes cours. Puis là, je me suis dit, là, avec la pandémie, ça m'a poussé à faire des activités différentes chaque semaine pour aller les chercher quand même. Puis, ça me dit, cette année, en secondaire 5, j'ai pas de cahier d'exercice, je vais monter mon matériel. Fait que là, j'essaie à chaque chapitre
Puis à chaque fois qu'ils ont des exercices à faire, d'aller trouver des manières différentes, puis des activités qui vont les impliquer, puis qui ne sont pas toujours être va à la page 45, va faire le numéro 2, A, B, C, D. C'est pour essayer d'aller changer ça, puis d'impliquer les jeunes. Puis oui, quand que je les vois travailler, quand je les vois être dans le maths, puis poser des questions, puis travailler en équipe, puis faire des maths, des fois, oui, on s'entend que ça va discuter de d'autres choses comme, je pense, n'importe quel travail d'équipe, même entre adultes. Mais en général, majoritairement du temps, ils font des maths. Fait que pour moi, c'est une belle victoire parce que l'objectif est atteint. Les jeunes sont plus engagés, ils travaillent leurs maths, ils apprennent, mais sans s'en rendre compte. Ils font des maths, mais tiens, c'est le fun. Ben oui, les maths, c'est le fun. C'est pas nécessaire que ce soit des grosses choses non plus. Là. On révolutionne pas en faisant des grosses choses. Tu sais, je me souviens, la première fois que Madeleine nous a présenté ce qu'elle avait fait, elle est allée chercher des crayons pour écrire dans les fenêtres au bureau en gros. Fait que là, je savais pas ce que j'allais faire avec ça. Je les ai vus, j'ai dit, il y a de quoi à faire avec ça. À un moment donné, je les prends. Fait que ça sera un investissement. Puis cette fois-là, elle a donné beaucoup de choix à ses élèves. Il y avait toutes sortes de choses que les élèves pouvaient faire qui pouvaient être, je travaille dans mon cahier si je veux travailler dans mon cahier, mais j'écris dans les fenêtres, j'écris... Au lieu de faire les exercices dans le cahier, ils pouvaient faire les exercices sur la fenêtre. Ils travaillaient leurs maths, mais au lieu d'avoir un crayon plomb puis un cahier d'exercices, ils étaient dans une fenêtre, puis ils faisaient les exercices sur Pythagore. Ils étaient heureux. Puis sinon, il y avait des post-it aussi au tableau que j'avais mis pour des problèmes un peu différents. Puis ils faisaient ça sur un petit tableau effaçable. Puis au tableau du prof, là, le fameux tableau vert, j'avais des problèmes écrits plus gros. Il y avait plus d'espace pour faire les démarches. Puis les jeunes étaient tous en travail. Il y en avait qui étaient seuls à leur bureau, qui faisaient leurs choses. D'autres, non. Ils étaient aux différents endroits, puis ils se réalisaient là. On revient à la différence de tout le monde. Exact. Parce que, Pierre-Antoine, tu dis dans ta question, qu'est-ce qui nous permet de voir un peu que ça porte fruit, toutes ces choses-là? Une des choses qui se passait peu quand j'ai commencé à enseigner, c'était de placer les élèves en équipe. Puis quand on a commencé à placer les élèves en équipe, on plaçait les élèves en équipe pour faire le même travail ensemble. Et puis maintenant, quand on place les élèves en équipe, c'est parce qu'ils vont avoir besoin de collaborer ensemble. Puis ils vont avoir beaucoup plus de discussions sur nos contenus pédagogiques. Donc, quand on se demande comment je suis capable de voir ce qui se passe dans la tête des élèves, les entendre parler avec quelqu'un d'autre, c'est là qu'on est capable de venir mesurer leur apprentissage, de venir voir où est-ce que ça bloque encore. Fait que ça a été quand même quelque chose, je dirais cette liberté-là, un peu cette légèreté-là de pouvoir avoir quelque chose qui va être moins contrôlé en classe, mais où on va avoir davantage accès à la pensée de l'élève et non juste à ce qu'il a mis sur sa feuille. Puis il bloque parce qu'il est dans l'une, il bloque parce qu'il comprend pas. S'il comprend pas, c'est où. Mais de pouvoir échanger avec les autres. Pour nous, ça nous amène beaucoup d'informations. Puis pour eux, je pense que ça leur permet aussi de progresser dans leur apprentissage, ne serait-ce que d'avoir quelqu'un d'autre qui les relance, des choses comme ça. Exactement, ça l'apporte aux deux. Mettons qu'on pense à une équipe de deux, là, mettons en mathématiques, l'élève qui a de la difficulté, qui est avec un ami qui a peut-être plus de facilité, les deux, ils s'apportent quelque chose parce que le jeune qui a de la difficulté va se faire expliquer par une autre personne qui est son ami. Fait que des fois, l'ouverture est plus grande par rapport à ça. Mais l'élève aussi qui explique qu'il a plus de facilité, lui, ça lui permet d'approfondir ses apprentissages puis de se rendre compte, crime, moi aussi, je comprends. Puis, fait que dans les deux cas, ça l'apporte aussi du bon. Ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est de concevoir certaines activités où on donne une clé pour ouvrir une serrure différente à chacun de nos élèves, à chacun des élèves qui vont être appelés à travailler ensemble. Donc, veut pas, après le processus de prise en compte du contenu, ils ont chacun une partie du contenu, après ça, on les met ensemble, ils sont obligés de discuter entre eux, ils sont obligés d'échanger, puis ça, ça va chercher aussi au niveau des habiletés sociales. Je donne juste un exemple qui me vient en tête récemment. J'ai une équipe de 5 élèves qui travaillent sur un même document commun, un document partagé qu'on appelle un Google Doc. Ouais. Et à un moment donné, moi, je circule, je pense qu'il y a un élève qui est rendu en lecture seule. Il a été mis en lecture seule par les membres de son groupe. Qu'est-ce que tu fais là? Ils ne veulent plus que j'écrive, ça a l'air que je faisais trop de niaiseries. Donc, discipline collective. On apprend à un moment donné aussi qu'on travaille en équipe. Si je ne fais pas ce que j'ai à faire, c'est pas le prof qui va venir me dire que je ne fais pas ce que j'ai à faire. C'est les gens qui travaillent avec moi qui vont dire, là, tu deviens un handicap à notre objectif. Et une couple de minutes plus tard, il a été réintégré, puis ça a bien été. Donc, puis Catherine disait tantôt, on contrôle moins. Ça, je pense que c'est un deuil que le prof doit faire. Puis Pierre-Antoine, tu me connais un petit peu, tu sais que je suis un gars qui aimait ça quand
qui aiment ça quand c'est encadré. Ouais. Ça a été un choc les premières fois. Je dis, bon, on va les laisser travailler entre eux. Puis là, dans cette équipe-là, on discute peut-être pas d'histoire à ce moment-ci. Quand je passe près de l'îlot de travail, on va les laisser aller un petit peu. Ça revient. Par Ou si ça revient pas, ça, c'est... Ouais. On Ça est habitué revient pas. d'être des chefs d'orchestre. Oui. Hein? Donc, Oui. Mais Puis permettez-vous. c'est transformé complètement. Là. C'est vraiment. Mais ça m'impressionne ce lâcher prise-là. On en parlait dans le balado d'hier sur les programmes. Puis c'est là que je veux qu'on s'en aille. Ici, les murs sont ouverts. Donc, on va travailler avec beaucoup de l'expertise à l'extérieur. Donc, vous développez votre expertise, mais vous avez des partenariats avec Thales, avec PB Dimension RH. De quelle façon vous travaillez avec ces organisations-là? Puis qu'est-ce que ça apporte? Moi, je dirais que c'est une espèce de synergie qui s'installe. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Probablement que les gens de la direction pourraient plus en parler que moi, mais moi, je pense que c'est une synergie qui s'installe. Tous ces partenaires-là ont de l'expertise et ils nous apportent cette expertise-là. Puis moi, je comparerais ça un petit peu à la vague qui arrive sur le rivage. Donc, la vague va arriver, elle va submerger le rivage pendant un certain temps. Puis là, on va se dire, bien, tout est en train de changer. Et quand la vague va sortir, on va voir que ce n'est pas tout nécessairement qui a changé, mais il y a des nouvelles choses qui se sont déposées. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qui peut peut-être se passer avec les partenaires, c'est qu'ils nous apportent quelque chose de nouveau. Ils nous apportent leur façon de faire, ils nous apportent des façons de penser différentes aussi. Puis, ça nous inspire. Puis, à la fois, nous autres aussi, on les inspire. Parce que je sais très bien, moi, pour avoir travaillé un peu avec les Albatros, ben, je sais que les entraîneurs des Albatros, que ce soit à n'importe quel niveau, Midget Espoir ou Midget 3A, ils pensent Collège Notre-Dame aussi. Là. Il y a des choses qui ont changé au niveau de la partie hockey qui sont inspirées par le collège. Il y a des choses qui ne se font plus. C'est ça, d'une chambre de hockey, il y a toujours des choses qui vont se faire qu'on ne verra mais pas. ça reste dans Mais ce genre de hockey. il y a des choses qui sont On sait différentes. Et de notre côté aussi, ben, ça nous a amené quelque chose de nouveau. Mais ce que je retiens beaucoup, c'est que vous parlez d'ouverture, de liberté, de différence. Vous, en tant que professeur, quand vous devez embarquer là-dedans, là, vous permettez-vous laisser l'erreur? On n'a pas le choix. Peut-tu que vous vous plantez? Moi, ce à quoi ça me fait penser, là, parce qu'on tourne autour de ça, ce que tu viens de dire avec la vague, là, quand la vague arrive, on est super inconfortable, elle repart, puis là, tu te dis, tu sais, ouais, c'était peut-être pas si pire. Mais moi, j'ai toujours dans ma tête, j'ai toujours dans ma tête devenir confortable dans l'inconfort. Tu sais, c'est un peu ça, là, c'est, OK, on est dans notre confort depuis tant d'années parce qu'on est habitué de faire les choses de telle façon. Là, au début, on sent, tu sais, Stéphane dit, ben moi, j'aimais ça parce que, tu sais, j'étais habituée comme personne j'aime ça avoir le contrôle. Là, il apprend tranquillement à, OK, laisser un peu aller. Non, mais c'est Éviter de se mettre un stress par rapport à ça aussi, j'imagine. C'est un long processus, vous apprenez, vous, à travers tout ça, en même temps en tant que professeur? Puis moi, je dirais personnellement, dans les premiers temps que je faisais des expérimentations, je vivais très mal le fait de ne pas réussir du premier coup mon expérimentation. Puis maintenant, je vis très bien avec le fait que, advenant que ça ne marche pas, mais je vais pouvoir me revirer parce que maintenant, j'ai les outils pour être capable que si la situation ne va pas directement dans la direction prévisible que j'avais dans mon intention, ben je vais être capable de voir qu'il s'est passé quelque chose, je vais être capable d'en discuter avec les élèves, puis je vais être capable de me réorganiser, puis je vais être bien à me réorganiser, alors qu'au point de départ, j'étais très, très, très pas bien à imaginer que quelque chose que je crée va pouvoir ne pas aller dans la bonne direction du premier coup, mais je contrôle ce que j'apporte, je contrôle pas comment les gens vont le recevoir ou comment les gens vont travailler avec. Puis ça m'a pris quand même, je dirais, un processus d'au moins 2 ans pour en venir à maintenant presque rechercher de me mettre en danger pour vivre des activités qui vont être plus stimulantes avec les élèves. Contrôler ce qu'on peut. Puis en même temps, on veut que nos élèves apprennent comme ça aussi. C'est rare qu'un élève va faire une situation puis il va pas rencontrer un échec à quelque part, que ce soit, moi je parle de maths, là, dans un problème écrit. Tu fais une étape, ça marche pas, on dit il porte ça à pleurer. Non, il faut y apprendre à se dire, ben OK, oui, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Retourne voir dans ta démarche, telle erreur, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné?
On leur apprend à être comme ça, à trouver des solutions quand ils sont face à des blocages, à des situations où ça ne fonctionne pas. Ben nous aussi, ça va nous arriver. Faut que vous soyez des exemples dans ce comportement-là. C'est ça. Pour dire, ben oui, OK, ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour remédier à tout ça? Est-ce que c'est à ça que ton poste sert, en fait? C'est ça? C'est quoi ça, directrice des services pédagogiques? C'est quoi ça, les services pédagogiques? J'ai toujours de la misère à définir exactement c'est quoi ça, les services pédagogiques. Toute autre tâche connexe, c'est très, très long. Oui. Mais c'est sûr que oui, là, moi, dans ma tête, quand M. April me dit, bon, est-ce que ça t'intéresserait? Oui, on a bâti un peu la tâche, là, si on veut, parce que c'est lui qui faisait les deux tâches avant. Moi, je vois ça vraiment comme accompagner les enseignants là, qui, eux, accompagnent par la suite les élèves. Fait que, tu sais, quand on embarque dans un processus de changement, d'innovation, ben ça prend un peu quelqu'un qui est à l'écoute, d'abord. Tu sais, je pense à Catherine au début, ce qu'elle vient de dire, tu sais, on en a parlé beaucoup, là. C'est pas grave si ça fonctionne pas, on va s'en reprendre, puis d'essayer de trouver des solutions, essayer de les guider, faire venir des personnes de l'extérieur qui vont pouvoir venir nous aider aussi à, OK, là, on se questionne sur tel sujet. Bon, ben, essayer d'aller voir sont où les ressources qui pourraient faire en sorte que on va pouvoir mieux accompagner les enseignants. Puis par la suite, comme je dis, ça déboule sur les élèves aussi. C'est sûr qu'il y a aussi tout le contexte, le lien avec le ministère, le lien avec la Fédération des écoles privées et toute autre tâche connexe, là. Mais moi, le gros morceau dans ma tête de ma tâche, c'est vraiment l'accompagnement des enseignants. En écrivant des longs courriels. Oui. En les courriels. Je suis bonne là-dedans. Non, mais là, on a parlé des élèves, on a parlé des enseignants. Là, il y a des parents qui nous écoutent, qui ne connaissent, tu sais, je veux dire, c'est une nouvelle pédagogie, on amène quelque chose. Comment on fait pour rassurer le parent aussi là-dedans que le professeur a moins le contrôle, que l'encadrement est complètement transformé? Comment on accompagne le parent là-dedans? Là, je vais parler, ça fait longtemps que je l'ai en tête, puis je dis, il ne faut pas que j'oublie de la sortir, celle-là, parce que je trouve, pour moi, c'est important. Ouais. J'ai une posture de prof d'histoire. Une posture de prof d'histoire, ça nous amène à voir sur le long terme, nécessairement. Et quand je parlais de la vague, tantôt, l'erreur qu'on fait souvent, puis qui peut être très insécurisante, c'est de penser que parce qu'on a des nouvelles façons de faire qui s'ajoutent à notre coffre d'outils, qu'il faut jeter les autres outils. Les autres outils sont plus bons. Donc, en jasant, avant le début de la balado, Pierre-Antoine disait « M. Brodeur aime ça compter des choses. » Mais M. Brodeur, il compte encore des choses, puis il ne s'en privera pas. Je pense que pour les parents, ce qui pourrait être rassurant, c'est qu'on n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain non plus. Mm-hmm. Donc, on garde ce qui fonctionne. C'est un peu ça, la posture d'innovation pédagogique. Moi, j'appelle ça innover dans la tradition, même si ça fait un peu bizarre. C'est cette posture-là aussi qu'on a en tête. Il y a des choses qui fonctionnent bien. Il y a des choses qu'on sait que, par exemple, les guerres mondiales, je le sais que je vais aller chercher les petits gars de cette façon-là, en leur amenant un paquet d'informations, puis des choses qui sont plus factuelles. Ils sont ouverts à ça. Donc, on va garder ce côté, le côté narratif à certains moments, et en ajoutant d'autres outils pour aller chercher ceux et celles que ça ne va peut-être pas normalement chercher autant que les autres. Donc, je pense que ça peut être rassurant aussi pour les parents de dire que oui, on change des choses, mais on n'a pas la prétention de dire, jamais j'aurais la prétention de dire que tout ce qui se faisait avant, ça ne valait pas la peine. On n'a pas tout mis de côté. Non, on ajoute des cordes à notre arc, dans le fond. C'est clair. C'est prétentieux, de toute façon, de le faire. Puis c'est un rythme progressif aussi, là, fait que je pense que tranquillement, les parents comprennent, puis j'ai l'impression que peut-être que les élèves vont même arriver avec des outils que les parents n'auront jamais vus, puis c'est l'inverse qui va se passer. Là. Ils vont parler de leur expérience. C'est un rythme progressif, mais c'est au rythme de chacun aussi. Là. Et selon sa personnalité aussi. C'est ça. C'est du adapté
Ben moi, personnalité, je parle de celle du prof, là. Tu sais, ça va au rythme du prof dans sa progression par rapport à la pédagogie, mais personnalité aussi, comme Stéphane dit, ben lui, il continue à raconter des histoires. Ben moi, j'ai encore mon tableau puis j'enseigne encore avec mes craies parce que j'aime ça. Mais ils sont de couleur. Mais ils sont de couleur. Puis elle a des craies de vitre aussi. Oui, ça se peut que ça arrive. Oui. Mais tu sais, c'est autant c'est le rythme de chacun, autant les profs que les élèves, là, parce que c'est pas tout le monde qui... Tu sais, tantôt, on disait, bon, elle donne le choix, où est-ce que le jeune va travailler. Il y en a encore qui veulent continuer de travailler dans les cahiers, puis c'est correct, là. Cahier Canada n'est pas trop passé date, là, c'est ça? Encore là, Il y en a encore. On a encore besoin. En fait, il faut prendre l'outil qui est le meilleur pour l'activité qu'on veut faire. Je vais donner un exemple. Moi, je suis en français. Écrire un texte et effacer et recommencer alors que je pourrais le faire sur un ordinateur et que je pourrais juste déplacer mes sections. On a un outil qui est plus performant pour réaliser la même tâche et qui va valoriser le geste d'écrire plutôt que seulement le geste de me corriger. Donc, je vais pouvoir plus facilement améliorer mon texte ou des choses comme ça. Fait que l'ancien outil de vouloir se prendre des petites notes à la main sert très bien. Ça me sert pas à grand-chose de juste griffonner quelques petites notes sur mon ordinateur si je l'ai pas à portée de main quand je vais avoir à l'utiliser. Mais dépendant de la tâche qu'on a à faire, la nouveauté, le plus grand éventail de ressources dont on dispose, c'est ça qui va faire qu'on va être capable de proposer aux élèves des activités qui vont faire qu'on atteint plus efficacement les objectifs qu'on a. Je veux parler de l'éléphant dans la pièce, la pandémie de COVID-19. De quoi? De COVID-19, le coronavirus. Ça vous a chamboulé, je présume. Ça a bouleversé votre quotidien en tant que professeur aussi. Là. Vous avez probablement vu aussi vos élèves vous en parler. Tout a arrêté au printemps dernier. On recommence. Je sais que vous arrivez avec un plan précis. Là. Je veux dire, quelque part, on ne peut pas se garrocher puis improviser. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est un peu vulnérable. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de l'être le moins possible? Est-ce qu'on parle du printemps, là? Parce que, tu sais, on peut commencer là. Allez-y. On avait déjà une idée derrière de la tête là, depuis quelques années. Hein. On voulait là, que la technologie entre dans l'école. C'est sûr que cette situation-là a chamboulé notre quotidien. Là, avec le recul, on est allé chercher beaucoup de positifs parce que quand on est arrivé là-dedans, on n'avait aucun outil technologique. Là. Les élèves n'avaient pas d'outils technologiques à l'école. Fait que quand ça a été annoncé le 13 mars dernier, je me souviens qu'on s'est assis le lundi matin avec un comité pédagogique. Là, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? J'avais eu la bonne... je suis très chanceuse. Dans ma bonne étoile, on avait des gens, des membres de la FEEP, la Fédération des établissements d'enseignement privé, qui étaient venus nous donner 2 petites demi-journées de formation sur la suite Google en février dernier. Hein? Ouais. Juste à temps. Oui. Fait que quand on est arrivé le 13 mars, on a fait OK, on se tourne vers là. Donc, avec mes longs courriels, on a donné l'information. On a vraiment appris sérieusement, chacun par soi-même, autant les enseignants que les élèves. On n'était pas tous au même point. On a par courriel transmis l'information avec des tutoriels qu'on a fait et là, on a embarqué là-dedans. C'est quoi la suite Google? La suite Google, c'est une suite, nous, on a la suite Google pour l'éducation dans laquelle on peut retrouver tout plein d'applications qui peuvent nous servir au quotidien en enseignement. On a un Google Agenda dans lequel on peut mettre l'horaire des jeunes. Catherine va être beaucoup meilleure que moi pour parler de ça. Mais, tu sais, on a ce qu'on appelle Google Classroom. On peut transmettre des travaux par cette application-là, des devoirs. Les jeunes peuvent nous remettre des choses. C'est une plateforme interactive. Oui. C'est plusieurs applications qui ressemblent à Word, qui ressemblent à Excel, à avec toutes sortes d'autres Microsoft choses. Teams, là, c'est Ouais, ce que ça c'est ressemble ça? un peu à ça, Exact. mais OK. par Google. Puis les 2 forces qu'il y a, c'est que toutes les applications sont reliées entre elles. Donc, un document qu'on fait dans une application, on peut le transférer dans les autres applications. Et la deuxième force qu'il y a, c'est que c'est collaboratif. Donc, tout est évolutif. Puis quand on partage les documents entre nous, comme quand Stéphane disait tantôt, il y a un élève qui s'est fait mettre en lecture seule. Il était en train d'utiliser les outils collaboratifs de la suite Google à ce moment-là. Okay. Fait qu'on est parti avec ça. On a fait un suivi à distance avec ça. Et là, quand on a recommencé, on a créé un autre comité en fin d'année, le comité qui s'appelait Ordinateur 1.1, parce que là, on avait décidé, OK, là,
c'est le moment. C'est vrai. On profite un peu de tout ça parce que on embarque les ordinateurs pour les élèves et depuis le début de l'année, chaque élève a son propre outil et on apprend, comme Catherine disait, à travailler avec ça au quotidien. Les élèves apprennent à travailler avec ça. On s'en sert pour différencier. On s'en sert... On se met des informations aussi. Ouais. Parce qu'avec le travail, je discute avec des parents des fois. Puis ce qu'on me dit, c'est je veux pas que mon enfant, même les élèves le disent, on veut perdre le moins de matière possible. Parce que là, au moment de l'enregistrement du balado, là, les cours se font encore en classe. Comment vous pouvez rassurer les élèves? Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a de l'enseignement à distance, c'est beau, là, la suite Google, c'est un magnifique outil, honnêtement, là, pour vous aussi, là, c'est un cadeau, mais comment vous vous organisez pour que l'élève perde le moins possible de matière? Ben, on a déjà, en 4e secondaire, on a déjà expérimenté ça pendant 1 semaine et demie parce qu'on a un groupe qui a été placé en quarantaine en raison d'un élève là, qui avait contracté la maladie. Et moi, je vais parler plus par expérience de ce qui a été vécu. Ça amène une autre dynamique, ça amène quelque chose d'intéressant. Au départ, j'avais peur. Je me disais, bon, en arrière d'un écran, avoir 25-30 visages dans l'écran, je fais quoi avec ça? Comment ça va réagir? Puis, il y a souvent une plus-value qui se présente qu'on n'avait pas prévue. Donc, je regardais mon écran, je me disais, mais mon Dieu, les micros sont tout fermés. D'abord, c'est beaucoup plus facile. J'entends pas chuchoter. Ouais, c'est Ils ne peuvent pas se passer des mots. Et ouais, à ce niveau-là, puis une autre chose, je me disais, ben, c'est pas toujours les mêmes qui prennent la place en classe, là. Donc, comme les micros sont fermés par définition, par défaut, ben, si je veux en faire parler un plus qu'un autre, si je veux vérifier tel élève, as-tu compris, ben, ça permet d'aller chercher plus de monde. Ouais. Ça permet de démocratiser la participation en classe. C'est peut-être même moins intimidant pour un jeune qui est gêné de parler devant ses confrères, consoeurs, puis là, devant son ordinateur... Ça devient plus simple ou c'est moins gênant. Ouais. Mais tu sais, pour répondre à ta question plus peut-être en profondeur, là, c'est sûr que c'est pas le contexte idéal. Là. C'est sûr que si on doit s'en aller à la maison puis qu'il faut transmettre des connaissances puis développer des compétences à la maison, c'est pas le contexte idéal. Sauf que nous, on s'est dit, ben, faut qu'on soit prêt si jamais ça arrive. On s'est bien organisé la première fois sans vraiment être prêt, mais là, on est relativement mais je dis plus que relativement, on est prêt. Là. On a fait une pratique hier. Toute l'école était à la maison. Les jeunes ont eu leurs cours qui étaient à l'horaire à distance. Selon les premiers commentaires, ça a très bien fonctionné. On serait en mesure, si on devait retourner à la maison, de fournir les services éducatifs. Là, puis je pense que ça fonctionnerait très bien parce qu'on est de plus en plus à l'aise enseignants autant qu'élèves là-dedans. Écoutez, on pourrait parler encore des heures et des heures avec vous de pédagogie. C'est vraiment intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est que vous étiez entraînés à recevoir des vagues, donc à vous adapter à des nouvelles choses. Puis je pense que ça vous a servi pour le contexte de la pandémie d'être capable de vous revirer sur un dizaine. Puis c'est tout à votre honneur. Vraiment intéressant le travail que vous faites. Merci de vous être ouvert à nous aujourd'hui sur ce sujet-là qui vous a sorti un peu de votre zone de confort, mais qui vous a fait grandir en tant qu'enseignant aussi, j'en suis convaincu. Il ne faut pas avoir peur de sortir de notre zone de confort si on veut s'améliorer. Et devenir confortable. De toute manière, le confort, c'est inconfortable. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime dire. Ben, c'est ça, c'est là-dessus qu'on conclut notre balado. On va vous remercier en terminant ça. Stéphane Brodeur, enseignant secondaire 4 en histoire. C'est bien ça, toujours secondaire 4. 4e secondaire. Merci. Madeleine Malenfant, merci beaucoup. Merci. Mireille Foster, Catherine Bruno. Merci d'avoir été là, de nous avoir partagé vos informations. Alexandre, toujours un plaisir. Merci à vous également d'avoir écouté. Si vous avez des questions également, vous pouvez aller consulter la page Facebook. Vous pouvez aller sur le site Internet, sur le site web du Collège Notre-Dame. Vous pouvez téléphoner aussi, le bon vieux bottin. Et si jamais vous voulez également voir les autres balados, elles seront disponibles aussi. On parle avec des élèves, des professeurs, des partenaires du programme. Et si ça vous a intéressé, surtout, n'hésitez pas à en parler à votre entourage parce que le bon vieux bouche à oreille, ça fonctionne encore très bien. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt. Merci.
Ça passe vite, hein?